Et bonjour, bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour Jérôme, Bonjour Nicolas. comment ça va? Très bien et toi? Oui, très bien, bah oui, on va parler de Dune, c'est cool, très très cool. Gros blockbuster qui est sorti pile aujourd'hui, Dans 900 salles. dans 900 salles, c'est quand même Ah beaucoup ouais, beaucoup. énorme. Ouais, ah ouais, Mathieu Sapin est estomaqué. Bah Alors, oui, parce qu'un Twitter, c'est moins que ça. Bah, bah oui, grosse puissance là du blockbuster. Qu'on a vu d'ailleurs, enfin, alors pas tout le monde là. pas de spoil pour Mathieu. Voilà, pas de Moi, je spoil l'ai pour pas vu Mathieu, encore. ouais, qui ne l'a pas vu. J'y vais tout à l'heure. Alors on est là pour parler de Dune parce qu'il y a cet événement Dune, ce film qui sort aujourd'hui. Il y a aussi une Dunomania depuis une dizaine d'années. Il y a vraiment un engouement autour de ce titre et de cette licence. Et on est là aujourd'hui pour en parler avec Nicolas, donc, mais aussi Mathieu Sapin, auteur de bande dessinée, et Lloyd Cherry, journaliste et auteur du livre Tout sur Dune, qui est la Bible pour tout savoir sur l'univers de Frank Herbert. Et on est là pour évoquer avec lui les thématiques de l'heure. Est-ce que l'adaptation est réussie, les personnages, un peu tout. On va évoquer plein de choses aujourd'hui. Et bravo Lloyd hein, pour ce gros boulot, hein, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses. Ah, merci beaucoup, Ah c'est ouais. chouette. Et alors, il y a aussi Nicolas, on a dit bonjour à nos invités, mais il faut aussi dire bonjour aux internautes qui En sont effet. nombreux à nous écouter. Bonjour à toutes et à tous. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Balancez vos Parce qu'on questions, a ouais. plein de spécialistes pour évoquer ça. Ils ont envie d'en parler, ils ont envie d'en découdre. Le débat sera très épicé. Ah ouais. Et voilà, la première vanne sur l'épice. Elle est pas mal, celle-là. Bon, Mathieu, moi j'ai une petite question bah, pour vous. On va commencer avec vous. Peut-être, enfin, c'est quoi votre rapport, vous, à Dune? Ça a commencé par le film de Lynch ou c'était d'abord les romans de Frank Moi, c'est Herbert? vraiment le film de Lynch Ouais. qui m'a fait connaître cette œuvre, puisque j'étais ado quand c'est sorti, enfin jeune ado, et je me rappelle, il y avait déjà un marketing très très fort sur le film. On en parlait comme le film le plus cher de tous les temps, à l'époque, hein. Ouais. Alors, dans les années 80, je sais plus exactement l'année. 84, Et, je crois. pardon? 84, me semble-t-il. 84. Voilà, il y avait Sting qui jouait dedans, donc Ouais. Sting c'était la grosse star de l'époque. David Lynch, il avait fait juste Elephant Man hein, à l'époque, je crois. Et Razorhead. The Raid, bien sûr. Mais donc c'était le gros événement. Et moi, je l'ai vu et revu de nombreuses fois parce que j'étais coincé pendant 3 semaines dans une cure pour un truc médical. Et ils avaient 2 cassettes VHS. Ils avaient Fanfan la Tulipe et Dune. Et donc, j'ai regardé Dune plusieurs fois de suite. Et c'est bien que voilà. Et donc, j'ai lu les bouquins dans la foulée. J'avais le poster, l'affiche poster dans ma chambre, etc. Et vous avez lu le bouquin dans la foulée, du coup, est-ce que ça a changé votre regard sur le film de Lynch? Eh ben, je dois avouer que comme j'avais complètement été imprégné par le film, le livre, comme j'ai lu le livre après, je voyais Kyle MacLachlan Ouais. pour Paul et enfin les personnages. Disons que l'esthétique du film de Lynch a marqué ma lecture de l'œuvre d'Herbert. Ok. Lloyd, pareil, toi, ta première approche de l'univers de Dune, c'est passé par quoi? Moi, c'est passé un peu comme Denis Villeneuve avec les dessins de Wojtek Šumak, Ok. donc, qui était l'illustrateur de la collection Poche. Donc le livre a été publié chez Pocket. Et du coup, c'est Wojtek qui était l'illustrateur officiel de toute la collection imaginaire de Pocket, qui s'occupait de faire les dessins. Et l'image moi que j'ai en tête, c'est le fameux homme aux yeux bleus. Mm. Et c'est ce visage-là qui a donné envie à Denis Villeneuve d'ouvrir le livre la première fois. Donc moi, enfant, je voyais ça. Mon père avait ces livres-là, ainsi que les livres de Philippe Cadic. Ah C'était bah un oui. peu la Bible de la maison. C'était un peu voilà, les grands titres, les grandes œuvres de science-fiction qu'il faudra un jour lire quand tu seras grand. C'est comme ça, en fait, que j'ai découvert Dune. J'ai dû lire le livre après avoir vu le film de Lynch qui passait sur Arte à 10 ans, 10-12 ans. Et après, voilà, je suis tombé dans la marmite à ce moment-là. On va peut-être prendre une première Et question, là, justement, Jérôme, il y a, justement. il y a Ouais. Hachachine qui Mhm. dit qu'il faut lire le bouquin avant de voir le film de Lynch. Donc vous n'avez pas respecté ce qu'il dit. Mais il y a une... Mais il y a une première question de Mister Vidéaste YTP, salut à toi, qui Salut. dit: le film parle de quoi? Car les images du film me donnent envie de le regarder. Bah alors, il faut Alors, pitcher l'intrigue, alors. Ça parle de quoi le film, Lloyd? Parce que c'est un peu toi le monsieur Dune. Alors, Dune se passe en 10 000 et quelques. On va dire qu'on est dans un monde proto-moyenâgeux.
tout l'univers se concentre autour de la planète Arrakis, car sur Arrakis, on peut produire l'épice. L'épice permet de vivre plus longtemps, permet de voir l'avenir et surtout permet de voyager à travers l'espace. Et donc, différentes maisons nobles et corporations se battent pour produire et récupérer l'épice. La famille Atréide est envoyée par l'empereur pour contrôler Arrakis, et donc on va suivre le jeune Paul, et malheureusement rien ne va se passer comme prévu. Le jeune Paul va voir sa famille en partie annihilée, et donc il va rejoindre les Fremen, qui sont le peuple qui vivent dans Dune. Ce sont les natifs de Dune, qui est une planète colonisée, et petit à petit, Paul va mener la révolution. Voilà. C'est bien pitché ça. Alors, il faut savoir quand même que ce pitch-là, c'est plus que le film. Parce que le film s'arrête au moment où Paul rejoint les Fremen. Fremen qui sont, Lloyd, comment tu peux les décrire? Parce que Villeneuve le fait en 2 films. Alors, les Fremen, c'est un peuple qui vit dans le désert, qui sont inspirés par les Bédouins. C'est un peuple qui a une armure qui permet de vivre dans le désert, le fameux distill, qui recycle l'eau à l'intérieur du corps. Et donc, eux, ils produisent, en tout cas, ils connaissent parfaitement la planète, ils se cachent d'ailleurs, ils utilisent l'épice pour vivre et survivre donc, et surtout, leur grand projet secret est d'arriver à terraformer au fur et à mesure la planète désertique d'Arrakis, et donc ils vont récolter l'eau, et c'est un rêve qui doit prendre plusieurs générations pour arriver à faire renaître Arrakis et à la rendre comme un paradis. Il y a toute une dimension religieuse aussi. Ah oui. Dans la saga. Parce qu'il y a une caste, c'est bien ça, Mathieu. Il y a une sorte de caste, entre guillemets. Il y a j'arriverai jamais à le prononcer, les Bene Gesserit. Oui. Voilà. Oui, il y a différents courants religieux. Il y a les Bene Gesserit, dont est issue la mère de Paul, qui est une espèce de mouvement religieux féminin qui enseigne des formes de contrôle de l'esprit, contrôle du corps. Mais il y a aussi toute une mystique chez les Fremen qui attendent un élu. Enfin, il y a toute une dimension politico-religieuse qui est très très présente tout au long de l'œuvre. Et géopolitique, évidemment, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en déclinant le pitch. Il y a effectivement la dimension écologique, la dimension géopolitique, la dimension religieuse. Effectivement, c'est extrêmement riche. Féministe aussi. Beaucoup d'éléments finalement dans lesquels moi je trouvais on passait à côté dans l'adaptation de Lynch, sans tirer à boulet rouge dessus. Mais il y avait beaucoup d'éléments qu'on a... Du coup, c'est assez malin de la part de Villeneuve de le faire en 2 films. Moi, j'étais agréablement surpris pour ça, quoi. En voyant le film hier, moi, j'ai beaucoup plus compris. Moi, la mythologie, moi qui n'avais pas lu le livre, justement, quoi. Et je constate d'autant plus à quel point ça influence. Enfin, c'est une influence de la pop culture incroyable, en fait, le roman, quoi. Mais vraiment, l'héritage est fou. Oui, l'actualité de ce livre, c'est-à-dire qu'on lit aujourd'hui, ça n'a pas du tout vieilli. Et c'est des thématiques, comme vous le disiez, liées à l'écologie, au genre, à la religion. Ça résonne énormément avec notre époque. Il y a d'ailleurs à Chachine, pardon. Juste avant de rentrer là-dedans, il y a un internaute, Cogitasion, qui nous dit stop spoil. Alors, ne t'inquiète pas. On a très peu spoilé en fait, c'était vraiment les grandes lignes de l'histoire, mais il se passe tellement de choses dans l'univers de Dune et dans la première partie du livre Dune qu'on a vraiment quasiment rien dit. C'est vraiment juste pour te donner un peu l'ambiance et quelle histoire là, et c'est important en fait de savoir ce qu'a dit Lloyd, parce qu'en fait, en sachant ça, tu pourras comprendre toute la portée de l'œuvre et tout ce qu'il y a de caché dans le film, parce que ce qui est important de dire dans le film, c'est que ça va être une première partie d'une saga, et ils vont en faire 2 et peut-être 3, qui va en fait montrer le parcours de Paul, et il y a un des enjeux de Dune, c'est de montrer qu'il faut se méfier des leaders charismatiques, il faut se méfier des despotes, il faut se méfier de la manière de la politique, des héros, que les super-héros sont toujours des gens dont il faut se méfier. Et ça, si on comprend pas ça dans Dune, on peut passer à côté du film, parce qu'il y a des critiques, par exemple, il y a des critiques qui disent du film, il est très beau, mais il manque un peu d'émotion. Mais en fait, ce manque d'émotion, c'est la clé de Dune, c'est la clé du film. Et si on comprend pas ça, on risque de passer à côté de l'œuvre de Villeneuve notamment, et évidemment de l'œuvre de... C'est un vrai élément de narration, effectivement. C'est un vrai élément de narration, il faut faire très attention, notamment quand vous verrez le film, à la performance de Timothée Chalamet,
on voit progressivement quelque chose qui monte en lui, mais on vous en dit pas plus. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Hachachine, un autre internaute, qui nous dit l'ambiance de Lynch ne sera pas dans le remake. Et en fait, Très important. c'est important aussi. C'est pas un remake de Lynch, quoi. Vraiment pas. C'est une nouvelle adaptation de Denis Villeneuve du roman de Frank Herbert. C'est extrêmement important de le dire, je pense, quoi. C'est vraiment son regard. En plus, lui qui est passionné du bouquin, qui a vraiment adoré la saga, il a fait son Dune à lui, quoi. Et d'ailleurs, Lloyd, tu peux nous parler comme ça de cette ambiance, de cette atmosphère qu'on retrouve dans le film de Denis Villeneuve. C'est un cinéaste qui est connu pour sa patte très particulière, mais il est aussi nourri par des bandes dessinées des années 70. Il est aussi inspiré Metal par Hurlant, d'ailleurs, Metal Hurlant, des auteurs comme Giger. C'est un film qui est aussi très pictural, avec des plans qui ressemblent à des tableaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ambiance du film, et est-ce que, selon toi, ça correspond à l'écriture de Herbert? Moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand on voit ce film, on voit vraiment l'inspiration et peut-être les intuitions qu'avait Jodorowsky et toute l'équipe d'artistes de Jodorowsky Dune, les fameux guerriers spirituels, donc Moebius, Giger, et puis Dan O'Bannon, enfin bref, et Chris Foss, il y a toute une super équipe d'illustrateurs. Je trouve que la planète des Harkonnen vraiment fait penser un peu au dessin de Giger. Denis Villeneuve, lui, il est considéré comme un des plus grands réalisateurs en ce moment de blockbuster, avec Nolan et avec Fincher. Je pense que c'est les trois, c'est un peu le top 3 du moment. Il est aussi décrié pour son côté froid. On reproche beaucoup à Denis Villeneuve d'être quelqu'un d'assez froid. Et je trouve que cette froideur va très bien avec l'univers de Dune, puisque le livre, même si ça se passe dans un désert, n'est pas très très chaleureux. Les personnages perdent leur humanité au fur et à mesure de l'aventure, et c'est ça qui est assez intéressant. Moi, j'ai été surtout vraiment impressionné par la moyenne orientalisation du monde dans ce blockbuster américain. Voilà, j'ai jamais vu autant d'hommes et de femmes voilés dans un blockbuster US, et je trouve que tout le travail autour du monde arabe qu'avait déjà fait Frank Herbert, avec notamment l'utilisation d'un vocabulaire très arabe, hein. Il y a le terme djihad, il y a le terme usul, muad'dib, shayulud, tout ça, Denis Villeneuve arrive à vraiment rendre ça d'une manière très originale, et on a vraiment l'impression d'être dans un autre type d'univers, et ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal nourri à du Star Wars, à du Star Trek, donc à des univers qui quand même à la fin finissent un peu par se ressembler, et dont Dune, on est immergé dans un autre monde, et je pense que c'est ça qui fait aussi la force de ce film. Il y a un internaute salut Blodiro, qui nous dit: vous pouvez reparler un peu de la genèse du film de Lynch? Il me semble qu'il a désavoué le film a posteriori. Je crois il a pas eu le final cut, et que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il dit qu'il a beaucoup appris de ses erreurs, mais c'est vrai qu'il a du mal à assumer, quoi. Ça a été un échec retentissant commercialement à l'époque, il faut le dire, c'est devenu culte quelques années plus tard, fondamentalement. Oui, tout à fait. En fait, alors, le film est... Donc, Jodorowsky se casse la figure avec son projet. Ouais. Dino De Laurentiis souhaite l'adapter. En fait, c'est la femme de Dino De Laurentiis qui était fan de science-fiction. Elle lui avait dit qu'il fallait adapter Le Seigneur des Anneaux et Dune. Donc bon, il a choisi Dune. Il décide de prendre David Lynch, qui est un jeune réalisateur qui vient de faire Elephant Man. Et c'est donc la fille de Dino De Laurentiis, Raffaella De Laurentiis, qui a 27 ans à l'époque, et qui va devoir gérer 2 productions en parallèle, Dune et Conan 2. Le Destructeur, donc. Voilà, le numéro 2. Donc il y a des images où on peut voir des gens qui ont le costume des barbares du monde hyperbolien de Conan, et puis des Fremen sur le même plateau. Hyperboréen, si je peux me permettre. Voilà, voilà, Mathieu connaît mieux que moi. Ce qui va se passer, c'est que le tournage va être une catastrophe. Il va y avoir des gros problèmes avec le Mexique. Ils vont devoir faire venir un cuisinier parce qu'il y a des intoxications alimentaires, donc ils vont importer un cuisinier d'Italie. Des acteurs passent à 2 doigts de la mort parce que des spots se cassent la figure à 2 doigts de leur tête. Enfin bref, c'est du gros n'importe quoi. Raffaella De Laurentiis est obligé de virer le chef des effets spéciaux après 7 mois de boulot. Donc le tournage est très très difficile. Grosse erreur de l'équipe des décors. Il était impossible de bouger les décors. Donc ça, vous savez qu'on est sur un plateau américain, on a des décors qui tournent et qui bougent. Là, c'était pas possible. Donc ils ont créé des décors fixes, mais du coup, c'était hyper difficile pour les équipes après. Donc ils ont dû construire de plus en plus de décors. Et à la fin, malheureusement, le film était trop long. Et trop cher. Une version de 4h30, et il a dû couper le film en 2h15, ce qui fait que pour moi,
Dune de David Lynch est un grand film raté. Il y a des choses qui sont géniales, la musique, les décors, les costumes, certains acteurs, mais malheureusement, toute la deuxième Le partie slip de du film, Sting. Est-ce que ça mériterait pas un Lynch cut, du coup, quelques années plus tard? il n'existe pas de... On n'a pas les rushs. Ah. On aurait pu penser, un peu comme dans Blade Runner, que on Mm. garde le rush et qu'on ferait quelque chose. Malheureusement, sur le Lynch, on n'a pas les... On ne veut plus en parler. Ouais. D'ailleurs, on ne l'a pas interviewé sur notre livre. On a interviewé Raphaël de Laurentiis, Ouais. qui ne sait pas, mais qui a décidé de parler. Et même Kyle MacLachlan, on l'a questionné pour demander s'il voulait être dedans. Et je pense que voilà, il n'a pas souhaité parce que je pense que c'est pareil, ça reste des bons souvenirs pour eux à l'époque, mais ça reste un échec assez monumental aussi. Ok. Et on pourrait revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esthétique du film, et peut-être Mathieu aussi, votre œil de dessinateur, parce que peut-être vous avez sans doute vu les bandes annonces. Qu'est-ce que ça vous évoque ce travail? Parce qu'il y a aussi, c'est un film qui est très impressionnant, qu'il faut à tout prix voir sur grand écran. Il y a un travail sur les nuances de noir dans le film qui est assez remarquable, et il y a un petit côté soulage par moment, notamment chez les Harkonnen. C'est quoi votre regard sur cette patte esthétique Comme disait Lloyd, là, j'ai l'impression que Villeneuve, il a aussi voulu embrasser un peu tout ce qui précédait, à savoir aussi tout le travail de Jodorowsky. Enfin, il avait connaissance de toute cette... C'est ça qui est rare avec un blockbuster aujourd'hui, c'est qu'il y ait autant de strates de créatives en amont. On n'arrive pas sur un terrain vierge où on va créer de A à Z quelque chose. Et on voit qu'il a... Enfin, encore une fois, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce et j'ai vu des images. Et on voit qu'il a conscience de ça et que et qu'il essaye de faire... de piocher ce qui lui semble le plus payant pour faire son film, et notamment d'aller certainement aussi regarder les illustrateurs des années 70 aussi, que Jodorowsky avait en tête. Je ne sais pas si Jodorowsky s'est exprimé sur le film de Villeneuve, et on sait s'il a... Ouais, je l'ignore. il a commenté la bande-annonce dans Le Point l'année dernière. Et qu'est-ce qu'il D'accord. disait? Et il n'a pas aimé. Ouais. Ah bon? Oui, bah. Disons Ouais. qu'il n'était pas surpris. Et je pense qu'il ira le voir. C'est vrai que Jodorowsky fait un truc génial, c'est-à-dire que personne ne verra le film de Jodorowsky, on peut juste chacun imaginer ce que ça aurait été. Et c'est vraiment la puissance et la beauté de l'imagination. Donc du coup, évidemment, son Jodorowsky il sera meilleur, parce que il n'a jamais existé, il est dans notre tête. C'est à nous-mêmes, c'est à nous d'imaginer avec les dessins de Moebius ce qu'aurait rendu ce film dingue. Donc après, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que c'est visuellement, esthétiquement, il y a très très peu de réals qui font des choses comme ça. On peut citer une nouvelle fois Fincher et Nolan, mais c'est rare de voir dans des films avec de si gros enjeux et avec des centaines de millions de dollars de budget, vraiment des pattes, un parti pris graphique aussi fort. Moi j'ai juste peur, je crois vraiment au film, je pense qu'il va marcher et il est excellent, mais j'ai juste peur que ce soit peut-être perçu comme trop complexe par le public américain par C'est exemple. très ambitieux. Ouais. Ouais, ça. Et alors, si vous êtes là, les internautes, si vous nous entendez, si vous nous regardez, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'on a plein de réponses à donner. Et d'ailleurs, Ouais, tu veux commencer par... il faut Le quand même Giro. mentionner Didoudi. Didoudi, Oui, ouais. il revient sur Lynch, il est comme vous, il l'a vu aussi à 9 ans. Salut à toi Didoudi, il écrit, ou elle écrit, mes parents m'avaient amené le voir au cinéma, j'avais 9 ans, c'était un peu traumatisant, le baron, et surtout, et ses pustules. Ça, c'est vrai que le baron Eh ben, Harkonnen... ça marque. Ouais. Ouais, ça marque très fort. Hein. Mathieu, ça vous a marqué les pustules ou pas? Bien sûr, bah ouais, il y a une scène culte dans le film de Lynch où le baron Harkonnen, qui est flottant avec ses suspenseurs, a des énormes pustules et il aime bien se les faire percer. Il y a une scène, C'est vrai. un esclave qui doit lui percer ses pustules. C'est ignoble, mais c'est marrant parce que c'est un truc, comme dit Elodie, qui marque. C'est aussi, quand même, il faut dire ça du film de Lynch. Et il a énormément de défauts, je suis d'accord, mais il marque visuellement. Il y a des scènes qui restent. Les scènes, je pense à Sting aussi, qui fait une performance très étonnante. On n'attend pas du tout dans ce rôle. Enfin, complètement pour ceux fou. qui éventuellement iraient découvrir le film de Lynch, on n'a jamais vu Sting comme ça. La main aussi dans la boîte, moi, ça m'avait vraiment... La main dans la vraiment... boîte, Oh là là la là. scène avec c'est le gomme yabar, hein, c'est ça Ouais, Ouais. le test, ouais. C'est ça pour expliquer, sans trop spoiler, c'est une scène, un rituel initiatique que va vivre le jeune Paul, et on lui fait subir une épreuve qui est terriblement traumatisante. J'en dis pas plus, mais cette scène est une scène marquante du livre,
et qui est, je trouve, réussie dans le film de Lynch. Et je ne sais pas pour le film de Villeneuve, mais je ne doute pas qu'elle y est aussi. On la voit un peu dans la bande-annonce, je crois. Oui, en effet. C'est vrai que si on fait la comparaison entre les deux films, peut-être là où le film est, où les acteurs sont un peu moins bons, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait la version Harkonnen du Denis Villeneuve. On le voit très peu finalement, le baron Harkonnen. Et c'est vrai que c'était la bonne solution parce que l'acteur est tellement génial. Stellan Skarsgård, il faut le saluer là. Inoubliable, donc c'est hyper dur d'aller se confronter à ça. Pour dire, c'est les méchants, les Harkonnen. Oui, voilà, c'est les méchants, exactement. Il faut le dire. Lynch, pour moi, reste supérieur à ce niveau-là sur le choix du baron Harkonnen. J'aime beaucoup le personnage de Liet Kynes, qui est le planétologue dans le film de Lynch, qui est joué par Max von Sydow, qui est un acteur génial, quoi. Et l'actrice qui joue Liet Kynes, puisqu'ils ont féminisé le personnage, est pas mal du tout. Et je trouve que c'est un bon complément, parce que c'est pareil, passer après Max von Sydow... impossible. C'est très très difficile, quoi, parce que l'acteur a un visage tellement iconique et il dégage une telle pureté, je trouve, que ça faisait partie des missions un peu délicates, parce que forcément on fera des comparaisons entre le Villeneuve et entre le Lynch, c'est évident. Et alors, question justement là-dessus, Lloyd, Asriel59, salut à toi, dit, pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant sur le fait que le film pouvait être peut-être trop complexe pour les Américains, il dit c'est un peu comme Tenet, beaucoup de gens vont critiquer le film car trop complexe et trop froid. Et c'est intéressant, Asriel59, que tu compares les deux films, puisqu'ils ont tous les deux une esthétique brutaliste en commun. Ils ont tous les deux cette esthétique de la SF brutaliste qui est peu courante finalement au cinéma. Et alors, autre question pour revenir sur le livre, c'est une question de Guy Yannix, salut à toi, qui dit si on n'a pas lu le livre, est-ce que Dune reste bien, Dune de Denis Villeneuve? Oui. Je pense qu'en fait... si vous avez jamais lu Dune, c'est bien de voir la première version de Denis Villeneuve. Comme ça vous donnera envie ou pas de continuer. Et si vous avez envie de continuer, là, ce sera le bon moment d'acheter le roman et de le découvrir. Et voilà. Donc moi, c'est ce que je conseille aux gens. Je conseille de voir le film de Villeneuve, lire le roman après, et évidemment, si on veut tout savoir sur les coulisses du roman et du film, d'acheter tout sur Dune. On l'a dans les mains là. Et alors, mais pour rester sur le roman, oui. je fais une petite aparté pour vous préciser que dans quelques instants, dans le live, il y aura un jeu concours. On pourra faire gagner 5 volumes du premier Dune. Il faudra répondre à une question très simple, si vous connaissez un peu Dune. On la pose maintenant ? Non. Et cette question qui est très simple, ce sera pour gagner, il faut être rapide. C'est les 5 premiers gagnent le livre. Et ce sera les 5 premiers sur l'ordinateur du modérateur du Twitch. Voilà. Donc on vous fera ça dans quelques instants. Et alors, il y avait une question qui était passée tout à l'heure qui était importante sur le livre. Oui, sur le livre. Est-ce qu'il est devenu qui nous le demandait, voilà. C'était Blodiro encore. Rebonjour Blodiro. À propos du livre original, nous dit-il ou nous dit-elle, est-ce qu'il a été culte dès sa sortie, fondamentalement? On sait que non, pas d'accord. Il a mis il sort en 65, déjà on peut le dire. Beaucoup de gens l'ont lu, à commencer par Georges Lucas, peut-être, on reviendra là-dessus. C'est ça. En fait, le livre est un succès critique, donc il va gagner le prix Hugo et le prix Nebula, qui était c'est la première fois qu'un livre gagnait ces 2 prix à ce moment-là. Je crois que le premier tirage va être de 9000 exemplaires, qui vont se vendre au fur et à mesure. Le succès va vraiment arriver avec Les Enfants de Dune au milieu des années 70, où là, Frank Herbert va devenir l'auteur de science-fiction le plus payé de sa génération. En France, le livre est publié en 1970, il faut attendre l'arrivée du film de Lynch et l'arrivée de la première édition poche, donc en 1984, pour que ça explose. Et donc maintenant, le livre Dune est vendu à 2,4 millions d'exemplaires. Donc c'est un gros succès. En moyenne, hors film, on vend 20 000 bouquins par an. Donc ça reste un long-seller, puisque Dune, globalement, quand on commence la SF, ça fait partie des premiers romans qu'il faut avoir lu ou qu'on recommande de lire. Donc le succès se fait vraiment au fur et à mesure. Il n'arrive pas tout de suite, et du coup c'est ça qui fait moi c'est ça qui m'intéresse, et que je me dis quand même 50 ans plus tard, ça n'a pas... Mais c'est vrai que ça se lisait beaucoup. Pardon, vas-y Mathieu, pardon. Non, il faut préciser que c'est pas qu'un livre, c'est une saga. Il y a plusieurs suites. Alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a 5 au moins. Il y a 5 titres. 6. Okay. Et puis le succès dont tu parles, Lloyd, est arrivé progressivement, mais a vraiment explosé, et Herbert est mort peu de temps après. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire qu'il est vraiment
pris la mesure de tout ce qu'allait devenir le mythe Dune après sa mort, quoi. Il meurt quoi dans les années 80? C'est en 86 ou 80, 89? C'est ça, 80. Donc il a eu le temps de voir le Lynch quand même. Oui, Ouais. il a beaucoup aidé sur le Lynch. Et du coup, je pense ça s'est très bien passé. Il y a des belles photos avec Lynch, avec Kyle MacLachlan. Enfin, il a vraiment travaillé sur le film, alors que Jodorowsky n'avait pas du tout voulu travailler avec lui. Jodo avait un rapport hyper ambigu. Il avait d'ailleurs écrit une lettre, une espèce de lettre ouverte à Métal Hurlant, en disant pourquoi j'ai violé votre œuvre, Frank Herbert. Enfin, le texte est totalement délirant donc, La fin du film qu'il prévoyait était quand même complètement délirante aussi, faut le rappeler. Oui, c'était pas. En fait, Vous voulez pas coller au livre? En fait, Jodo a fait son Dune avec Moebius et ça a rendu la BD L'Incal et la caste des ouais. Métabarons. Ouais. Car quand on lit L'Incal et la caste des Métabarons, on retrouve un scénario qui est très proche de Dune. Et d'ailleurs qu'il lance après l'échec de son projet, quoi, fondamentalement. Ouais. Une autre question peut-être que j'ai. Ah oui, c'est Lansano, salut Lansano, qui nous dit, est-ce que le film, d'ailleurs peut-être Mathieu là-dessus, est-ce que le film... Ah bah non, parce que vous l'avez pas vu Mathieu. Est-ce que c'est le nouveau Star Wars en fait, avec le début d'une longue saga? Voilà. Sachant que Denis Villeneuve a dit que c'était un Star Wars pour adultes. Ouais. Maintenant, go. Déjà, on peut peut-être dire que ça a... Je vais laisser Loïd en parler mieux, mais la différence, c'est que c'est une œuvre littéraire qui est adaptée. C'est plus comme Le Seigneur des Anneaux. Et donc, on peut pas faire n'importe quoi à partir de... Les artistes qui s'en emparent sont quand même obligés de se référer à l'œuvre d'origine. Et donc, c'est pas une licence qu'on peut, comme ça, emmener un peu dans n'importe quelle direction. Il y a vraiment la référence du base. Donc. Ouais, le respect des lecteurs quoi, à l'époque. Et c'est vrai que Star Wars, pour le coup, moi, c'est en voyant celui de Villeneuve là, que je réalise à quel point Lucas a dû être très fortement même inspiré par l'œuvre de Frank Herbert. Quoi. D'ailleurs, peut-être que là, tu pourras nous le dire, c'est vrai qu'il envisageait même de porter plainte contre Lucas à un moment donné pour plagiat, en fait. Parce qu'il y avait trop d'éléments dans Star Wars qui rappelaient Dune. En gros, il y a 18 occurrences entre Dune et Star Wars, c'est ce qu'a compté Frank Herbert. Celles qui sont faciles à faire, on peut dire que Tatooine, la planète Arrakis, même combat. Le ver des sables, c'est peut-être le ver du Sarlacc dans Le Retour du Jedi. Le Bene Gesserit a un pouvoir qui s'appelle la voix. La voix permet de manipuler les esprits. Donc ça fait évidemment penser à la Force. Donc il y a un empereur dans Dune, il y a un empereur dans Star Wars. Donc, on retrouve entre guillemets des choses qui font écho dans les deux œuvres. Après, on le sait très bien que George Lucas s'est inspiré de plein de choses, de Dune, de Flash Gordon, mais aussi du travail d'Akira Kurosawa. C'est une espèce de remake entre guillemets de La Forteresse cachée. Et de Valérian. Et de Valérian, ouais. Le masque de Dark Vador vient de Valérian. Ouais. Mézières aime bien le rappeler, c'est vrai en interview qu'il y a quand même des similitudes en termes de vaisseaux et en termes de costumes. Donc Dune est un peu l'anti-Star Wars, puisque si on fait un parallèle entre Luke Skywalker et Paul Atreides, le chemin n'est pas du tout pareil. Paul Atreides, c'est vraiment, jusqu'au bout, ce sera le héros à la Joseph Campbell qui, au fur et à mesure, va apprendre de ses erreurs et va devenir plus fort. Mais quand même, c'est un héros faillible. Il perd sa main dans l'Empire contre-attaque et surtout, il n'arrive pas à battre l'Empereur. Dans Le Retour du Jedi, il bat son père, mais l'Empereur est vaincu par Darth Vader, pas par Luke Skywalker. Oui. Alors que Paul Atreides, c'est un héros qui a des super pouvoirs, qui est surpuissant. Et c'est ça qui fait la grande différence. Très rapidement, ça va être trop facile, on a l'impression, pour Paul Atreides. Ouais. D'ailleurs, dans le film de Denis Villeneuve, à un moment donné, il en parle, le personnage joué par Chalamet, qui se rend compte qu'il a trop de pouvoir en lui. Et justement, c'est aussi ce qui fait la différence entre les deux. Dune, et on ne spoilera pas, mais tout l'enjeu de Dune, c'est vraiment le Messie de Dune, c'est le deuxième roman, puisque ce qui est intéressant dans Dune, c'est que c'est ce basculement. Le premier roman Dune se termine un peu comme une espèce d'apothéose, entre guillemets, d'un récit très classique, avec le cheminement du héros, théorisé par Joseph Campbell. Et puis, c'est en voyant ce que va devenir ce fameux héros dans les tomes suivants, où le lecteur va être déçu et va vouloir arrêter de lire. On pourrait faire un parallèle avec Game of Thrones. Tout ce qu'on retrouve dans Game of Thrones était déjà dans Dune. Oui, surtout les intrigues de palais et compagnie, quoi. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, mais pour revenir à ce que vous...
ce que vous disiez tout à l'heure sur est-ce que le public américain va comprendre la complexité. Le public américain, il est aussi passé par Game of Thrones, là, c'est-à-dire qui a vachement popularisé les intrigues de palais qui pouvaient être parfois très compliquées, mais la série a cartonné, quoi. Donc, est-ce que Ouais, ça mais il y fait avait les scènes de cul qui permettaient de. C'est vrai qu'il y avait. Oui, Il n'y a pas beaucoup de cul, je pense. non, en effet. Il y a une question, quelqu'un souligne ça, c'est French Fedon, salut French. Il dit, on parle très peu de la série télé Dune, elle a été pas mal oubliée. Alors est-ce que vous l'avez vu Mathieu, Lloyd, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? En fait, alors c'est Sci-Fi, la chaîne Sci-Fi qui avait lancé cette série-là au début des années 2000. Ils ont fait 2 séries, donc Dune et les enfants de Dune, qui est donc l'adaptation de ces trois romans. C'était une série qui peut-être manquait pas mal de moyens, mais qui était très bien. Il y a des choses les acteurs étaient très bons et c'était très fidèle. Et ça se passait à quel moment dans la généalogie de Dune, pardon? Alors, ça sort au tout début des années 2000. C'est en 2000 que ça sort. Donc, on raconte Dune, le Messie de Dune et les enfants de Dune. Ok. Donc, c'est vraiment le premier cycle qui a été raconté en série. Une série qui est passée, je crois, c'était sur Canal Jimmy, je pense, à ce moment-là en France, donc qui a été vue par quasiment personne. Par contre, on va dire l'intérêt de cette série, c'est que comme ça a été un succès aux États-Unis, ça a donné envie à Sci-Fi d'adapter et de relancer une autre série qui fera sa grandeur, qui est Battlestar Galactica. Donc, la série de Dune, il n'y aurait pas eu Battlestar Galactica, puisque c'est ça qui a donné envie à la chaîne de continuer d'adapter ou de réadapter des classiques de la SF. Alors n'hésitez pas à continuer de poser des questions. Là, j'ai posé ma question pour gagner les livres. Ah, ça y est. Alors la question. Attention. Soyez rapide. Il faut être rapide. Les 5 premiers auront un livre. Et c'est les 5 premiers sur l'ordinateur du modérateur. Donc il n'y aura pas de filouterie possible. Vous ne pourrez pas nous avoir avec la force des Gesserit ou je ne sais quoi. La voix. Alors la question, elle est très simple, c'est en quelle année se déroule l'intrigue de Dune? Le premier livre Dune. Tout sur Wikipédia. Non. En quelle année se passe l'intrigue de Dune? Moi je sais, j'ai envie de le dire. Non, tu le dis pas parce que les gens n'ont pas encore fini de répondre. Par contre, on va prendre des questions des gens. Ouais, en effet. Alors, il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être évoquer qui peut être intéressant parce que ça revient souvent sur est-ce qu'il faut voir le film de David Lynch avant, puis le livre, puis et c'est quoi les différences, etc. Il y avait French Phenom qui disait tout à l'heure que Dave Bautista en Raban était un choix très étonnant mais qui fonctionne très bien. Alors Lloyd, qu'est-ce que tu peux dire sur les interprètes? Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que certains interprètes dans la version de Dune avaient des visages un peu iconiques, et même la version de Jodorowsky voulait prendre Dali, Jagger, il y avait des gens avec des physiques très particuliers, des personnalités très fortes. Et on a l'impression... Avant d'Alir. Voilà, c'est ça. Et donc Villeneuve dans son film a fait un peu ça aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des physiques incroyables, qui ont des gueules de cinéma. Il y a Bautista, mais il y a aussi Momoa. Ouais. Il y a même Chalamet, il y a même Zendaya. Josh Brolin aussi, qui était une super surprise, j'ai trouvé. Oscar Isaac. Il y a quand même tout un casting avec des physiques très impressionnants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les choix des interprètes? Il y a un choix très marketing déjà. Alors, si on regarde tous nos interprètes ont joué dans toutes les grandes super franchises et productions de ces 10 dernières années. Oscar Isaac qui a été dans Star Wars, Jason Momoa a été dans Game of Thrones et donc chez DC avec Aquaman. On a Timothée Chalamet et Zendaya qui sont les 2 stars des millennials, donc qui incarnent vraiment une génération d'acteurs. Ce qui est intéressant avec Dave Bautista, c'est un très bon choix. Il est de plus en plus mis en avant ces derniers temps. Il a été, on va dire, popularisé grâce à Blade Runner 2049 où il joue. Les Drax aussi, les gardiens de la galaxie, et pas mal. Dans les gardiens de la galaxie, évidemment. Même si on a tendance un peu à l'oublier parce que c'est vrai que c'est le personnage. Parce qu'il est maquillé, C'est d'ailleurs c'est étrange parce que je trouve que c'est un acteur qui est très physique et très iconique. Mais alors dans les gardiens de la galaxie, on perd un peu parce qu'il y a un côté très bouffon de son personnage qui gâche un peu avec le charisme de l'acteur. Il a joué aussi dans le film de Zack Snyder. Le zombie. Il était très bien dedans. Qui était super bien. Il était très bien. Donc c'est intéressant d'avoir pris ce personnage pour jouer Raban la Bête, qui est le neveu du baron, le neveu à 2 barons, Feyd Rautha et Raban la Bête. Malheureusement, on ne voit pas du tout Feyd Rautha, on ne voit pas du tout Irulan ou l'Empereur. Donc on ne sait pas qui vont jouer ces personnages-là. J'ai vraiment très très hâte de savoir qui seront
le choix des comédiens. Parce que Mais, Sting, bravo, Fade Roda, ouais, il il est arrivait pas vite. dans le- Non, il arrivait vite. Par contre, dans le Lynch, il faisait un duo tout de suite avec le rôle de Dave Bautista, j'ai oublié son nom, Raban. Ouais. Ils formaient tout de suite un duo que là, bon, je spoil pas, mais enfin, qu'on voit pas tout de suite, quoi. Non, on voit pas de toute façon Il est pas dans le duo-là. film. Il est pas dans le film Fade Rota, donc mais c'est une bonne idée, c'est pas Ah mal. J'ai vraiment hâte de voir ce que va faire Villeneuve concernant Fade, qui est en fait Fade Rota, c'est l'anti-Paul Atreides. C'est celui qui est joué par Sting dans le Lynch. Ouais, c'est ça, Oui. celui qui est joué par Sting. Dans le roman, c'est vraiment la copie de Paul. Ah. D'ailleurs, s'ils étaient un peu ambitieux, ils pourraient prendre Timothée Chalamet pour jouer lui-même Fade Rota et avoir Ah. cette C'est cette son ambivalence. antithèse, en fait, c'est Je ce pense que tu ce dis. sera un choix intéressant parce que Denis, les si deux tu nous comédies- entends. parce que les deux sont très sont un peu similaires. Donc non, le casting de 2009 il répond à un cahier des charges. Hein. Enfin, vous savez, la Warner jusqu'à maintenant, je pense qu'elle n'est toujours pas sûre du succès. Donc Oui, parce qu'il faut dire qu'il sort dans un mois aux États-Unis, hein, c'est ça le c'est film. ça. C'est ça. Et sur, Et sur Donc, une plateforme. Les Français, c'est le public test là. Tout à Ah, fait. ok. C'est nous qui lançons les hostilités. Et c'est vrai que tout a été fait pour maximiser le succès du film. Et par contre, je trouve moi, la seule critique que j'ai à faire du film, hein, et Dieu sait que j'adore Denis Villeneuve et ce film et Dune, peut-être ce qui, moi, m'a un poil désappointé, c'est que finalement, il y a des personnages secondaires qui sont importants dans le roman qu'on ne voit quasiment pas. Je pense au docteur Huey, qui est très, très important. Ouais. Et qui est joué par un excellent acteur, Shang, C'est joué par Shang Chen, Chen, qui est un très Et- grand acteur qui est un d'Asie. super acteur, et on ne le voit pas assez. Et voilà, je crois que c'est peut-être la seule critique que j'ai à faire, c'est qu'il y a vraiment des acteurs qui ont été sacrifiés parce qu'en 2h30, c'est Oui. compliqué de tout Et alors, raconter. Surtout que dans la version de Lynch, je trouvais que la souffrance de Yue était vachement bien retranscrite, quoi. La trahison de Yue, elle était. Enfin, moi, elle m'avait marqué quand j'étais ado, quand j'étais enfant, ouais. Enfin, oui. Et vraiment, c'était. Et là, oui, c'est vrai, j'ai le même bémol que toi, Lloyd. Ouais. alors Bah, c'était Hein Sam Rockwell, hein, je crois. Non, qui jouait, c'était Dean Stockwell. Dean Ah, voilà, Stockwell. c'est ça. Code Quantum C'est représente. C'est Hal dans Code Quantum. hein. Exactement. Alors, avant de continuer cet aspect-là du film et le rapport avec l'œuvre de Denis Villeneuve en général, j'ai le privilège et le bonheur de vous annoncer que nous avons 5 gagnants. 5 gagnants. 5 gagnants qui sont donc Alors, Yataza, bravo Bravo. Yataza. Viper Toulouse, Bravo. bravo à toi, Bravo. The French Phenom, Oh, sans surprise. bravo, Ah, 00 Lucas Et- Bravo. Et et Jesse Pinkman. J. Pinkman. J. Pinkman. Bah, bravo à tous. Hein. Bravo à tous. Bravo à tous. Trop bien. Et donc, tu nous montres qui gagne. Ben, vous gagnez l'édition Pocket Boum. de Dune, qui est celle-là, La chance. avec, il faut le mentionner quand même, c'est la grande réussite aussi du MOOC de Lloyd, c'est qu'en fait maintenant les illustrations qui avaient été faites pour le MOOC servent pour les illustrations des livres officiels. Les très belles Ah, illustrations sont trop d'Aurélien bien. Polis. Ouais. Et donc c'est une traduction qui a été revue et corrigée pour la sortie du livre, et donc vous recevrez les livres incessamment sous peu via Arrakis. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Jérôme. C'est vrai que quand on a créé le MOOC Dune, l'idée pour moi était de combiner deux illustrateurs. Donc Aurélien, qui est un illustrateur de couverture, et Fred Vigneault, qui est l'actuel Oui. illustrateur de Torgal. Ouais. Donc moi j'aimais bien ce mélange de mêler illustrateur de livres et illustrateur de BD. Et c'est vrai que peut-être un des plus beaux cadeaux de cette aventure, c'est que Aurélien a remplacé Wojtek Sumak. Donc c'est lui le nouvel illustrateur de la saga Dune. Et donc je suis heureux pour lui parce que c'est un super professionnel. Et surtout je suis content parce que voilà, cet instinct, l'intuition que j'avais de me dire Aurélien pourrait être la bonne personne pour faire des portraits alors que ce n'est pas du tout sa spécialité, c'est révélé payante. Ouais, dans le mille. Et alors il y a une question tout à l'heure qui était très intéressante, malheureusement il n'y a que Lloyd qui peut y répondre, je suis désolé Mathieu. C'est donc Bleu Diro qui fait: est-ce que vous voyez une forme de cohérence entre le film de Villeneuve et le reste de la filmographie? Et c'est une question hyper intéressante parce qu'il y a énormément de points communs entre Dune, l'adaptation qu'il a fait de Dune et le reste de son œuvre, notamment avec Incendie et Premier Contact. Qu'est-ce que tu en penses, Lloyd? Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse. Ce qui est intéressant, c'est alors après, je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est le storytelling de Denis Villeneuve, mais je sais que, lui le dit que depuis le début, son rêve était d'adapter ce film.
Et quand on regarde ses précédents longs métrages, on voit clairement que le désert est déjà dès le début. Denis Villeneuve, il est devenu connu grâce à un concours télévisuel où en fait on envoyait des jeunes faire un court métrage dans le pays qu'il voulait, c'était payé, c'était voilà. Et donc lui a décidé de suivre une tribu du désert. Donc il y avait déjà quelque chose autour de ça. Et c'est vrai que je pense que le film qui a entraîné Denis Villeneuve à faire Dune, c'est Blade Runner 2049. Il le dit lui-même dans l'interview que j'ai fait de lui, où c'est vrai que toute cette séquence d'ouverture avec Ryan Gosling qui va dans Las Vegas, qui est, je pense, une des plus belles scènes de ces dernières années au cinéma, fait vraiment écho à l'imaginaire dunien. Donc on retrouve évidemment notamment sur la question du pouvoir. Alors bon, le film en parle, mais pas tant que ça. Mais la question du pouvoir, elle est très importante dans les films de Denis Villeneuve. Je pense à Sicario, notamment. Il y a cette... on retrouve quand même quelques grandes thématiques. Et puis, Denis Villeneuve, c'est un pouvoir et la façon dont le pouvoir peut aussi être manipulé et corrompre. Oui, ce qui est au cœur de Sicario. C'est au cœur de Sicario, totalement. Et puis, Denis Villeneuve, c'est quand même un réalisateur qui se considère comme féministe, qui a toujours de très beaux rôles féminins. Et du coup, que lui ait décidé de féminiser le personnage de Liet Kynes parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de femmes, ça montre que il est aussi dans cette envie-là de mettre en avant plus les femmes. Évidemment, ça fait hurler le fandom de Dune qui a hurlé au scandale, alors que fondamentalement... oui, parce que ce qui est important de préciser, c'est que c'était aussi un des points de reproche qu'on lui a adressé pour Blade Runner, où les femmes étaient principalement des prostituées ou dénudées à l'écran de manière complètement gratuite. Et ça, qu'il y avait eu cette critique de lui à l'époque. Il y a eu cette critique à l'époque. Et donc, c'est comme si aussi, avec Dune, il disait ok, je vous ai entendu. Dans Blade Runner, les femmes, c'est plutôt des espèces de faire-valoir. Le personnage de Rachel, la scène d'amour avec Rachel, ça peut être vu comme un viol. Donc, complètement, bien sûr. Tout un côté où je pense qu'il suivait aussi le cahier des charges de Ridley Scott. C'est une production de Ridley Scott, Blade Runner. Donc, on est venu le chercher, quoi. On est venu chercher Denis Villeneuve pour faire ça. Je pense que dans ce cas-là, il a retiré les choses les plus problématiques qu'il pouvait avoir dans Dune. En gros, dans Dune, le baron tous les méchants sont plus ou moins homosexuels ou clairement homosexuels ou pédophiles. Donc, dans la vieille tradition du méchant gay, forcément, le méchant est efféminé. Ça c'est respecté par Lynch d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et donc ça, il a totalement retiré ça pour faire un personnage beaucoup plus froid du baron Harkonnen. Il a féminisé Liet Kynes, pour moi ça change pas grand-chose. Peut-être pas problématique, mais qui pose plus des questions sur le monde du cinéma actuellement. Le terme djihad a été enlevé du film. Alors c'est pas important parce que c'est le djihad butlérien, donc ça n'a rien à voir avec le mot djihad. Mais quand même, le fait qu'on ne le mette pas dans le film prouve que le mot qui, à l'époque, en 64... n'avait pas du tout la même signification. Non, puis il y avait une dimension très romantique à l'époque dans ces conflits-là dans les années 60 et 70. Et d'ailleurs, c'était marrant, là, avant d'être avec vous, j'étais sur France Info avec Matteo Maestracci qui disait que le film de Denis Villeneuve faisait écho à David Lean, le réalisateur de Laurence d'Arabie. Quand le film Laurence d'Arabie sort, Herbert est en train d'écrire et de terminer Dune. Donc c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire écho, parce que Paul Atreides, il fait vraiment penser à Laurence d'Arabie finalement. Avec les mêmes yeux bleus d'ailleurs. Oui. Et les mêmes yeux que Peter O'Toole. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que ce film... Laurence d'Arabie, regardez-le. Bah oui, évidemment. Ça manque pas d'un... Moi je me rappelle du thème musical du Lynch quand même qui était incroyable. Là j'étais un poil déçu par Hans Zimmer. La cornemuse. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il y a une super cornemuse dans le film. C'est vrai, au milieu du désert, il y a une cornemuse. Là c'est un spoil, mais moi j'étais très 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 attaché au thème du Lynch, quoi. C'est Toto qui avait fait la BO à l'époque, c'était ça. Le main title, il est fou, quoi. Le main mais title, là, Hans Zimmer a fait quand même un travail assez remarquable. Il a quand même, il a fait une partition qui est très impressionnante et qui ne reproduit pas ses tropes à lui. D'ailleurs, c'est intéressant. Mais Mathieu, ça vous avait marqué aussi ce thème musical à l'époque dans le Lynch? Oui, dans le Lynch, la musique était un des personnages du film. Oui. Là aussi. Avec le recul, ça me rappelle un peu la marche impériale finalement. Mais... Tout à fait. C'est intéressant parce que l'utilisation de la musique montre aussi à quel point on a changé dans la façon d'appréhender des blockbusters. Moi, ma théorie, c'est que
entre la fin des années 60 à la fin des années 90, on a eu deux grands films de blockbuster, enfin on a eu des films de blockbuster qui mélangeaient le spectaculaire et aussi le côté spéculaire et intellectuel. Donc il y a eu 2001 Odyssée de l'espace en 68, Star Wars en 77, Blade Runner en 82 et Matrix en 99. Ces quatre films-là, si vous voulez, il y a un avant et un après. Clairement, il y a un avant, il y a une révolution esthétique, il y a une révolution un peu intellectuelle où les gens vont être très inspirés par ces œuvres-là. Ce qu'on observe, c'est que dans les années 2000, on va y avoir deux grands films de SF. Ça va être Avatar en 2009 et Mad Max Fury Road en 2015. Ce sont des films qui sont beaucoup plus spectaculaires qu'ils ne sont spéculaires. En gros, l'action a un peu remplacé la réflexion. Avatar, qui est un très très bon film, c'est la 3D qui était hallucinante à l'époque. On va plus être dans la sensation, on va plus être dans l'émotion, dans l'immersion. Pareil pour Mad Max Fury Road, qui est un immense film d'action, mais on sort de Mad Max Fury Road épuisé, tellement on en a eu plein les yeux. D'ailleurs, le scénario est assez faible dans Mad Max Fury Road, c'est même pas le problème du film. Donc finalement, on se rend compte qu'on est dans une époque où il faut au maximum le spectateur. C'est ce qu'a théorisé Laurent Julier dans l'écran post-moderne. Ça veut dire que pour lui, maintenant, le cinéma, c'est comme un parc d'attraction. Donc, on paye son billet, on doit on doit en avoir plein les yeux pendant 2h40. Et dans le cas de la musique de Hans Zimmer, elle s'inscrit vraiment, je pense, dans ce changement de paradigme où il faut que la musique immerge et accompagne de A à Z le spectateur. Alors, certes, mais combien de blockbusters avec de la cornemuse aujourd'hui? Après, il faut évidemment innover. Il faut que Hans Zimmer prouve qu'il coûte assez cher pour ce travail. Je crois qu'il est assez enthousiaste. Hans Zimmer qu'on connaît, qui peut faire des musiques qui peuvent des fois être un peu toujours les mêmes. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, on sent qu'il a bossé, quoi. On sent qu'il avait envie de faire ce film. Et je trouve... Ah, on t'a perdu. Il est perdu sur Arrakis. Te revoilà. On t'avait perdu une seconde là. Happé par le verre des sables. Un peu trop le film. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des vers et de l'épice. C'est vrai. Les gens, là, on reçoit des commentaires de gens qui n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions. Ils sont très intéressés par cette histoire de méchant. Et alors, il y a deux questions. Il y a Bleu Diro qui veut savoir si c'est un vrai trope, ça, le méchant gay. Et on te le confirme. Et il y a aussi Mister Vidéas qui dit il n'y a pas beaucoup de rapprochements car dans Star Wars, c'est le gentil qui devient méchant. Et dans Dune, est-ce que c'est la même chose? On ne spoilera pas. On spoilera pas. Ouais, non. Tout à l'heure, vous l'avez dit, pas de spoil. Moi, je voulais parler du fait que ce qui est super bien travaillé dans les livres et puis après par la suite dans les films, c'est aussi le fait que le monde est très cohérent, très crédible. On voit qu'il y a une attention très poussée de la part de Herbert à faire en sorte que son monde existe. Donc il a poussé les questions de géographie, d'écologie, de zoologie. On voit qu'il a potassé à fond. Alors moi j'ai lu dans le MOOC notamment qu'il a appris qu'il s'était inspiré d'articles qu'il n'a jamais publié, mais qu'il devait faire sur les dunes dans l'Oregon, si je ne dis pas de bêtises. Qui n'a jamais été publié finalement? Non, l'article n'a jamais été publié. C'était des dunes qui avançaient, c'est ça? Des dunes de sable dont il fallait juguler l'avancée, c'est bien ça? Voilà. Ok. Mais on sent qu'il a énormément réfléchi à cette planète, comment faire en sorte qu'on y croit au maximum. Et c'est ça aussi que je trouve passionnant. Enfin, moi qui beaucoup joue aux jeux de rôle, par exemple, c'est ce qu'on va retrouver dans les jeux de rôle, c'est que l'univers est très documenté, très travaillé, et on peut pousser et aller très très loin dans la construction de l'univers. C'est pas juste du fun. Tu parlais des parcs d'attractions tout à l'heure. C'est pas juste de la sensation. C'est vraiment dans la profondeur qu'il y a un travail. Et je serais très intéressé de voir justement les recherches, les publications qui ont été faites là-dessus. Et dans le livre, Mathieu, ça se traduit comment, du coup, quand on lit du Herbert? Des fois, c'est un peu indigeste, ces histoires de terraformation, d'écosystème ou... On n'est pas obligé de les lire, mais il y a des annexes sur la langue, des annexes sur la géologie, sur la géographie, il y a des cartes. Ah ouais. Et tout ça, c'est un peu comme chez Jules Verne, finalement, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire en sorte qu'on y croit au maximum. C'est ce que faisait Jules Verne, c'est-à-dire qu'il se documentait énormément. Et donc, vous voyez, c'est possible. Et donc, ça forcément, c'est très fertile pour l'imaginaire parce qu'on se dit, si on est porté un peu sur l'imaginaire, on se dit pourquoi pas.
Pourtant, on est loin de sa formation, Herbert. Enfin, il n'était pas biologiste ou. En fait, il a potassé ça dans son coin, quoi. Oui, Comme Jules Verne, hein, Oui, il n'était pas non plus. vous avez raison. Et alors là, depuis le début là, de cette conversation, on voit défiler dans le coin droit de l'image des images du making-of. Ouais. Et elles sont très intéressantes puisqu'on se rend compte que quasiment tout, c'est que des décors réels. En fait, ça aussi, c'est très rare maintenant dans les super productions hollywoodiennes d'avoir ce côté très physique. bah, c'est la malédiction, on va dire, post. Quand j'ai dit tout à l'heure que Matrix avait influencé beaucoup, c'est vrai que Matrix a été l'un des premiers grands films sur fond vert, avec des effets hyper intéressants avec le bullet time. Puis après, ça a été malheureusement, entre guillemets, avec les Star Wars et après avec les Marvel. Voilà, tout le monde fait du fond vert, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que Villeneuve a toujours dit, et notamment sur ce film, qu'il voulait du décor naturel. Et c'est peut-être ce qui manque un peu dans le film de David Lynch. On voit peut-être pas assez le désert, alors que dans le film de Denis Villeneuve, on le voit en permanence. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, cette envie d'aller vers le décor naturel, de remettre l'homme dans la nature, et un peu de partir de ce côté du fond vert, moi, que je trouve qui est de plus en plus terrible, sauf, entre guillemets, pour le Mandalorian, ou avec l'espèce de cube qu'ils ont créé spécialement pour cette série. Très Où impressionnant. là, je suis admiratif parce qu'ils ont réussi à créer, et je pense que ça fera date. Donc oui, Dune se passe beaucoup dans le désert, et c'est très beau. Moi, il y a des plans du désert qui sont vraiment très très bien. Et On en j'ai voit un hâte là, d'avoir justement. Ah, non, en ce moment. quand il verra le film. D'ailleurs, après, on va arrêter avec le Lynch, mais moi, j'avais, comme je disais, dans ma chambre d'ado, le poster, et le poster du film de Lynch était assez gonflé, parce qu'il n'y avait pas de personnage. C'est comme ça aussi, il faut le dire, pour un blockbuster. Une affiche sans personnage, c'est uniquement le désert et les deux lunes d'Arrakis, et il était très très beau. Ouais, c'est vrai, ça. Alors, Oui. messieurs, on arrive quasiment à la fin de notre temps. Je vais vous poser. Il y a encore deux petites questions qu'on va vous poser. Alors la première, c'est. Alors des dunes, il y en a évidemment partout. Eux, ils sont allés tourner. Je sais pas où ils sont allés tourner le film. Mais en France, on a une dune du Pilat. Vous verriez qui pour faire un remake français de Dune dans les dunes du Pilat? Alors, Qui pour jouer Paul à part. Vincent Lacoste, évidemment. Ouais. Et Pierre Ninet? Ah, Pierre Ninet pour Fedrota, ouais. Ouais. voilà, ouais, ça marche. D'accord. Bon, je pense qu'il faut mettre Gilles Lelouch quand même. Parce qu'en Ouais. ce moment, Oui. Gilles Lelouch, Raban? il est Raban? grand. Depardieu en baron, Ouais. non? Depardieu ouais. en baron. Raban. Et puis pour Leto, le père de Paul, Allez, Canet. Dussolier. Canet. Ah non, ouais. un peu jeune peut-être. Peut-être un peu, ouais. Ah, Canet, c'est pas mal. Et Dame Jessica moi- Cotillard. Ouais, Cotillard en Dame Jessica, ou sinon en Audrey Fleurot? Fleurot. Ah, ouais, moi j'achète. Audrey Fleurot en Audrey Dame Jessica. Jessica, c'est pas mal, ouais. Ah, Didoudi nous dit grave Depardieu en baron. Mais ouais, Mais donnez-nous ouais, vos Depardieu idées de en baron, casting. Bien sûr. Hein. Ça marche trop bien. Depardieu Et en est-ce baron. que Camelot c'est pas le Dune français, tu vois, Ah, Est-ce que Astier pourrait pas jouer Leto? Ah, Astier, Ouais. ce serait une bonne idée. Hein. je suis très certain qu'il a adoré, qu'il a lu les D'ailleurs, livres, lui. Damien, Jérôme, tu peux faire un article. Ils ont imaginé le Dune français. Eh oui. Et À la Dunique, là, ouais, c'est très bien. si les producteurs nous entendent, on est prêts pour l'écrire tous les trois. Mathieu Sapin à la réalisation, puisqu'il a réalisé déjà un film. Bien sûr. Il fait À la le musique, storyboard. Philippe Catherine à la musique, je pense il faut avoir Philippe Catherine en son et même en guest star. Je pense. Non, Oui, Philippe oui. Catherine, il ferait super bien Stilgar. Voilà. Oui, Ah, c'est vrai. ouais, c'est ouais. vrai. Ouais. Stilgar en Philippe Catherine. Mais voilà, Stilgar, mais il faut avec le distill, quoi. C'est ça, avec le distill. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des vers, malheureusement. Et Pour la de- suite, et quand on de fera le l'épice, twist pour oui, Dune oui. 2, Dune Part 2, parce que vous allez maintenant tous aller voir le film, comme ça on aura le droit à la suite. Et puis Lloyd pourra refaire un MOOC. Ouais, c'est vrai. Ouais, T'as du voilà. boulot. Bon, en Mais tout cas, c'est réfléchissons Ouais, c'est pas facile, à quand Dune je du Pilat, On l'appellerait l'adaptation Pilar. française de Frank Herbert. Et donc, on va se quitter là-dessus. Ouais, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous ceux qui étaient là. Bravo aux gagnants. Et sachez que nous revenons pour un autre Twitch vendredi 14h. Où là, on va aller sur une autre planète parce qu'on va à Tokyo pour Tokyo Revengers, Qui est un manga. un manga de Ken Wakui, édité aux éditions Glénat, avec des voyages dans le temps et
et des Excellent Yakuza. manga de science-fiction. Excellent manga, ouais. Excellent manga de science-fiction qui Vraiment, joue vraiment. beaucoup avec les paradoxes temporels et qui est très intéressant. Tout Et à donc on va aborder ça avec l'édition Glénat et aussi un spécialiste de l'œuvre et qui a rencontré l'auteur, ça va être passionnant. Donc n'hésitez pas à revenir vendredi prochain. Vendredi, c'est à la même heure, c'est à 14h. 14h. Voilà, on sera là. Super. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci beaucoup, Mathieu. messieurs. Merci, Lloyd. Hein, vraiment, merci pour votre temps. Et votre C'était très analyse. cool. Ouais. Et bravo à tout le monde pour les questions aussi. Merci à tout le monde. Ouais. Allez, au revoir Salut. tout le monde. Salut. 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 À bientôt. Ciao.